Bien, alors on a d'abord à corriger cet exercice. Je vous rappelle qu'on est en train de parler de continuité et que le premier petit savoir-faire, c'est de démontrer qu'une fonction qui serait définie par morceau soit continue. Donc cette fonction, elle est définie en 3 morceaux. Soit x est inférieur à moins 1, soit compris entre moins 1 et 1 ouvert, soit supérieur ou égal à 1. Et on se pose la question de la continuité. Alors la question, c'est pas est-ce qu'elle est continue, mais quels sont les réels a et b qui permettent d'avoir une fonction continue. À quelles conditions on aura une fonction continue? Pour quelle valeur de a et b? Donc, on sait que pour être continu, il faut que la limite à droite soit égale à la limite à gauche, soit égale à l'image. D'accord? Donc, évidemment, la problématique se passe au niveau moins 1 et en 1. Alors, ce qu'on pourrait dire d'abord, ce qui serait bien en termes de rédaction, c'est quand même de dire qu'elle est continue sur tous les intervalles ouverts. Parce que ça, c'est une fonction affine, ça aussi, ça, c'est une fonction polynomiale second degré. On sait qu'elles sont continues là où elles sont définies, donc sur les intervalles ouverts. Donc, f est continue sur... Donc, ici, ce serait moins l'infini, moins 1, union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. D'accord? Donc sur les intervalles, sur la réunion des intervalles ouverts, c'est continu. La justification, c'est f est une fonction affine sur une partie de ces intervalles, est une fonction polynomiale second degré sur une autre partie de cet intervalle. Donc la question se passe en 1 et en moins 1. On peut commencer par étudier ce qui se passe en moins 1. Oui? Alors, pour que f soit continu en moins 1, qu'est-ce qu'on a besoin comme condition? On a besoin que la limite à gauche en moins 1 soit égale à la limite à droite et soit égale à l'image. Donc il nous faut, donc on peut dire que f sera continu en moins 1 si et seulement si. Si et seulement si quoi? Il faut que la limite, quand x tend vers moins 1 de f de x soit égale à f de moins 1. C'est ça la définition de la continuité en moins 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la limite à gauche, la limite à droite, puisque dire que la limite quand x tend vers moins 1, ça veut dire limite à gauche égale limite à droite. Vous vous rappelez? Donc, regardons la limite en moins 1 à gauche. Limite quand x tend vers moins 1, la limite quand x tend vers moins 1 moins de f de x. Donc c'est la limite quand x tend vers moins 1 moins de quoi? C'était quoi l'expression? C'était 2x plus a. Et donc quelle est la limite évidemment? Ça fait moins 2 plus a. Okay. Regardons la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x. C'est donc la limite quand x tend vers moins 1 plus de l'expression, c'était moins 3x plus 2. Et donc ça tend vers moins 3 fois moins 1 plus 3 plus 2, ça fait 5. Ok. Et puis on a évidemment f de moins 1. Alors f de moins 1, c'est quoi f de moins 1? Il faut regarder où se trouve le supérieur ou égal, ou l'inférieur ou égal. C'est évidemment avec 2x plus a. Donc on peut avoir aussi que f de moins 1, c'est 2 fois moins 1 plus a, c'est-à-dire moins 2 plus a. Ok, donc voilà nos deux limites, limite à gauche, limite à droite et l'image. C'est vrai qu'on peut se dire que cette image, f de moins 1, c'est lui-là. C'est la limite à gauche parce que la fonction, elle était définie en moins 1, cette formule-là était valable par la gauche. Mais ce n'est pas toujours le cas. Rappelez-vous qu'on peut avoir aussi un point isolé
de votre courbe, c'est-à-dire une image isolée, et il faudrait l'avoir, donc le faire différemment. Donc on a ces 3 points. Donc à quelles conditions f est continu en moins 1? Là maintenant on peut dire f sera continu en moins 1 si et seulement si. Ben, il faut que la limite à gauche soit égale à la limite à droite, soit égale à l'image, mais c'est déjà ça, donc soit, c'est-à-dire moins 2 plus a soit égal à 5. Et évidemment, on résout ça, ça fait a égale 7. Ça y est, on a trouvé une condition nécessaire et suffisante pour que f soit continu en moins 1. Maintenant, on veut chercher les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'elle soit continue en 1. On fait exactement la même chose en 1. Je le rédige entièrement, ça fait beaucoup de rédaction pour un simple petit calcul, mais voilà, on n'en fera pas beaucoup, des comme ça, donc... c'est ça, par exemple, c'est une question, c'est très rare de l'avoir au bac, celle-là. D'étude de la continuité d'une fonction définie par morceau. Il n'y a pas beaucoup de sujets de bac où il y a des fonctions définies par morceau. Donc, on le travaille parce que c'est lié à la continuité, mais il y a peu de chances que cette question-là tombe. Vous allez voir que la continuité, elle est surtout là pour pouvoir utiliser le théorème des valeurs intermédiaires qu'on a commencé à discuter et son corollaire qu'on va voir aujourd'hui. C'est surtout pour ça qu'on en parle. Mais tant qu'on parle de continuité, c'est dommage de ne pas faire des études de continuité. C'est quand même des choses qui sont importantes. Donc maintenant, en 1. Alors, en 1, c'était, on fait la limite à gauche, la limite à droite. Donc la limite, quand x tend vers 1, plus 1 moins, pardon, de f de x, c'est la limite quand x tend vers 1 plus de quoi? Donc c'était 2 fois 1 plus a, c'est ça? 2x plus a? Oui. 2x plus a, donc ça fait 2 plus a. Ça, c'est la limite à gauche. La limite à droite, limite quand x tend vers 1 plus de f de x est égal à la limite quand x tend vers 1 plus de... Alors, c'était quoi l'expression? Pardon? X carré plus bx plus 1. Oui, donc ici ça nous fait du b fois, ça fait 1 plus b fois 1 plus 1, donc ça fait du b plus 2. B plus 2. Ok, donc, et il nous faut l'image. L'image, c'est f de 1. Alors, f de 1 se calcule... De quoi? À la limite, en moins, c'est pas... Déjà, j'ai mis un plus, là. C'était pas 2x plus 1 l'expression? C'était quoi l'expression? C'est moins 3x. Ah oui, pardon. Merci. C'est moins 3x plus 2. Je me disais, justement, il y a du petit a, ça va compliquer un tout petit peu, mais c'est pas le cas. Moins 3x plus 2, et donc ça nous donne du moins 3 plus 2, moins 1. Ok. Bon, et f de 1, on est d'accord que c'est c'est b plus 2? Oui. Oui, parce que c'était la troisième expression qui était définie, enfin qui donnait la manière de calculer l'image de 1. Donc f est continu en 1, si et seulement si. Ben, cette fois, on a besoin d'avoir la limite à droite égale à la limite à gauche en 1, c'est-à-dire il faut que b plus 2 soit égal à moins 1, c'est-à-dire b égale moins 3. Voilà notre condition nécessaire et suffisante. Finalement, la dernière chose, alors c'est encore une fois, je le rédige vraiment en entier, mais je pense que vous auriez pu, on aurait pu essayer de synthétiser un petit peu plus. Mais f sera continu sur R, si et seulement si. Donc les conditions pour que ce soit continu sur R, on savait déjà que c'était continu sur la réunion des intervalles ouverts, il manquait juste 1 et moins 1, et donc il faut que A soit égal à 7 et B soit égal à moins 3. Voilà les
valeurs de A et de B pour que ça marche. C'est bon? Bien. Là où par exemple on a été vraiment très tolérant sur le bombage blanc dans les corrections, c'est tout ce qui est équivalence, implication, c'est des choses que beaucoup ne maîtrisent pas très bien, vous ne savez pas trop des fois où les placer, certains n'en placent pas du tout d'ailleurs. On n'a pas enlevé des points et des choses comme ça, mais il faudrait quand même arriver à savoir quand vous écrivez des implications, des équivalences, pourquoi c'est important. En particulier quand on fait dans l'espace des résolutions et qu'on cherche des valeurs pour lesquelles ça marche, il y a plein d'équivalences à écrire. Alors que quand on fait par exemple, il y en a qui mettent des équivalences sur la récurrence. Là c'est des implications qu'on a utilisées, surtout sur les inégalités. En particulier à la dernière étape, vous obteniez, je ne sais plus, K plus 7 quarts, et il fallait trouver K plus 2. Oui. Mais ça marchait, l'implication elle marchait que dans un sens. C'est parce que 7 quarts est plus petit que 2 que K plus 7 quarts c'était plus petit que K plus 2. Donc, mettez pas d'équivalence ici, mettez vraiment des implications. Oui. Si on a un oubli au bac, ce sera des points moins. Tu peux avoir ici sur la rigueur, par exemple, ce sera pas. Le correcteur t'enlèvera peut-être pas des 0,25 à chaque fois parce que nous, il y a plein de questions, vous verrez, c'est des 0,5 points. Si on vous enlève 0,25, ça veut dire la moitié des points sur des petites questions. Mais tu peux avoir par exemple une espèce de petit moins 0,5 ou moins 0,25 sur la rédaction un peu générale de ton contrôle. Okay, voilà. Ça sera pas des moins 3, 4, 5. Non, ça sera pas, on ne peut pas vous enlever des points à chaque fois. Mais il peut y avoir des points en moins de rédaction générale. Donc ce serait dommage de les perdre, surtout quand voilà, vous savez que c'est... Monsieur, oui. C'était des implications pour la récurrence et des équivalences pour le plan. Lorsqu'on cherchait H. Exactement. Voilà. D'accord ? Allez, on remonte un tout petit peu là de ce qu'on avait fait la dernière fois. C'est l'intérêt d'enregistrer, c'est qu'on peut revoir. Hop. Alors, je vous rappelle qu'on a parlé du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, qu'est-ce que vous vous rappelez ce qu'on s'est dit? On s'est dit sur une fonction, si jamais elle est continue sur un intervalle, d'accord, comme c'est le cas ici, sur un intervalle AB. On a ici un intervalle qu'on appelle l'intervalle image, hein, c'est f de A, f de B. Cet intervalle-là, dans cet intervalle-là, on peut prendre n'importe quelle valeur intermédiaire K, elle aura au moins un antécédent dans l'intervalle AB. Ici, j'avais pris le K qui était rouge, rappelez-vous, on avait trouvé, ici, il y a bien un antécédent, on en a trouvé un. Quand je prenais celui-là, qui était bien entre f de A et f de B, dans l'intervalle image, là, on en voit qu'il y avait 3 antécédents. Ce que dit le théorème des valeurs intermédiaires, c'est qu'il existe au moins un antécédent de la fonction par la fonction sur l'intervalle AB. Ok ? Ça, c'est notre théorème des valeurs intermédiaires. Et pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que toutes les valeurs entre f de A et f de B s'appellent des valeurs intermédiaires. Et elles ont au moins un antécédent. Une petite conséquence à ce théorème, donc qu'on utilise, dont on va parler tout de suite. Oui, vas-y. J'ai compris la logique de la continuité, mais... Oui, si on n'avait pas la continuité, tu as tout à fait raison, j'aurais pu en parler. Si la continuité n'est pas actée, si on ne sait pas qu'elle est continue, ce théorème n'est plus valable. Je vous avais fait ce petit dessin avec une fonction qui n'était pas continue, et regardez votre intervalle f de A, f de B, si je prenais une valeur qui était ici, on voit qu'elle n'avait pas d'antécédent à cause de la discontinuité. Mais je n'ai pas compris, qu'est-ce que vous entendez dans valeur intermédiaire? Tu peux partir de n'importe quelle valeur intermédiaire entre f de A et f de B, c'est-à-dire n'importe quelle valeur réelle, elle aura forcément un antécédent. Okay. Donc le théorème des valeurs intermédiaires, c'est le théorème qui donne une propriété des valeurs intermédiaires entre f de A et f de B, qui dit que toute valeur intermédiaire entre f de A et f de B admet au moins un antécédent. C'est pour ça qu'il porte ce nom. Okay. Ça va? Ok, donc on revient. Petite conséquence à ce théorème. Donc là, j'avais marqué la remarque de ce que je vous ai déjà dit à l'oral, mais on ne l'avait pas encore lu. Solène, tu veux bien la lire, s'il te plaît? Autrement dit,
compris entre AB, alors F sera moins d'une fois toutes les valeurs intermédiaires entre F de A et F de B, c'est-à-dire que tout réel K compris entre F de A et F de B, l'équation F de X égale 100 admet au moins une solution C appartenant à AB. Bien, deux choses dans cette phrase-là. Hein, c'était bien l'idée que toute valeur intermédiaire K compris entre F de A et F de B, enfin que la fonction prenait au moins une fois toute valeur intermédiaire prise entre F de A et F de B. Mais regardez, on peut le formuler autrement avec le mot équation. Et ça va être très important parce que vous allez voir le théorème des valeurs intermédiaires ou son corollaire va servir à résoudre des équations, ou en tout cas à parler d'équations. Au lieu de dire antécédent, de dire que toute valeur intermédiaire a au moins un antécédent, on peut traduire ça, je vais répondre à ta question Thomas, regardez, on peut traduire ça en disant que l'équation f de x égale k, pour n'importe quelle valeur de k qui serait compris entre f de b, cette équation admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Est-ce que vous voyez qu'on peut traduire ça comme équation? De toute façon, si vous vous souvenez, la recherche des antécédents, ce qu'on a fait depuis la seconde, quand on disait déterminer les antécédents de la fonction par 3, c'était bien des résolutions d'équations. Regardez, si je prends cette fonction f de x égale x carré moins 2x plus 3, et que je dis quels sont les antécédents de moins 2 par la fonction f, qu'est-ce qu'on fait? On dit f de x égale moins 2, c'est-à-dire x carré moins 2x plus 3 égale moins 2, et on essaie de résoudre cette équation. Donc, une recherche d'antécédents, c'est une résolution d'équation. C'est pour ça qu'on peut traduire le théorème des valeurs intermédiaires comme étant l'équation f de x égale k admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Vas-y Thomas. Vous pouvez me répéter ce que ça veut dire corollaire? Un corollaire, c'est seulement un résultat mathématique qui découle d'un théorème principal. C'est comme un théorème, mais qui vient d'un théorème principal. Comme si tu rajoutais des conditions supplémentaires et ça te restreint un peu, il est un peu moins général, tu as un théorème général, et de ce théorème général, on peut en déduire des petits théorèmes qui sont liés à ce théorème général. C'est ça un corollaire. Donc, on est d'accord que, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pas le théorème des valeurs intermédiaires qui va être le plus utile pour nous, ça va être son corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors souvent c'est lui qui s'appelle TVI, et pas le théorème des valeurs intermédiaires. Le fameux TVI, ce serait celui qu'on utilise le plus souvent. Donc quand vous voyez d'après le TVI, même si on lira le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, ce serait ce théorème-là. Gianni. C'est un peu genre un truc empiriste, c'est ça? C'est des théorèmes empiriques, on part des gros trucs un peu généraux et on établit des trucs. Pourquoi empirique? On part des choses. Empirique, pour moi, ça veut dire un truc qui découle d'une expérience ou qu'on construit comme ça de manière. On part d'un truc hyper général et hyper sûr et on va sur un truc un peu plus précis. En fait, pour moi, je vois ça plutôt comme un ensemble. Ton théorème, c'est comme si ton théorème général, il est valable dans tous ces cas-là. Ok? Et bien ton corollaire, c'est qu'on va restreindre un peu ton ensemble, on va dire, tiens, on va regarder à ces conditions-là qui sont un peu plus restreintes que ton théorème principal. Ok? Et bien ton théorème s'applique bien à ces valeurs-là, puisqu'il s'applique à tout, mais il a en plus une petite subtilité, le fait de restreindre tes conditions. Donc on ne peut pas vraiment comparer entre des résultats en physique ou avec les résultats mathématiques. C'est pas tout à fait le même type de raisonnement. Bon, peut-être qu'il y a un lien, mais je ne le vois pas. Alors, que nous dit ce corollaire qu'on va démontrer celui-là, parce que la démonstration est importante. Soit f une fonction définie sur un intervalle i de R, très bien, a et b deux réels appartenant à i, et a strictement inférieur à b. Jusque-là, rien de nouveau. Regardez les conditions. Si f est continu et strictement monotone sur l'intervalle AB. Est-ce que vous voyez que tout de suite, on a rajouté une condition supplémentaire à celui du théorème? Qu'est-ce qu'on a rajouté? Qu'elle soit seulement croissante ou seulement décroissante. On a rajouté la stricte monotonie. Attention, c'est pas de la monotonie, c'est strictement monotone, c'est-à-dire soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Si on a en plus cette condition-là, alors on va pouvoir être un peu plus précis dans la conclusion qu'on va tirer. À votre avis, ça va être quoi là? Qu'est-ce que ça rajoute par rapport à notre conclusion de notre théorème de valeur intermédiaire, cette
cette condition supplémentaire de dire on a en plus des fonctions strictement croissantes. Ryan? Une unique solution. Et oui, ces fameux antécédents qui pouvaient être multiples, si vous avez la stricte croissance, ce qui est assez logique visuel, hein, en fait, il n'y en aura plus qu'un. C'est-à-dire cette unique au moins une solution va se transformer en une unique solution. Donc qu'est-ce qu'on dit? Si f est continu et strictement monotone sur AB, alors pour tout réel K compris entre f de A et f de B, pour tout réel K compris entre f de A et f de B, qui termine? Il existe une unique solution, Il existe. un unique antécédent, pardon. Non, t'as raison, on va justement parler d'équation, je préfère ça. Ou, non, j'aurais dû dire l'équation f de x égale k admet une unique solution, mais on va mettre il existe, c'est quand même mieux. Un unique réel C, solution de f de x égale k. Un unique réel C, petit c, aïe. J'ai pas effacé le mot. Un unique. Ah ouais, non, là ça va plus. Bon, on va pas le effacer comme ça. C'est quoi? Hop, on va oublier d'effacer. Hein. On va barrer. Il existe un unique réel petit c, solution de l'équation f de x égale k. Solution de l'équation f de x égale k. Bon. Au lieu d'en avoir au moins une solution, on en a une unique. C'est ça que dit le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Et on a comme hypothèse la continuité et la stricte monotonie. Ça veut dire soit la stricte croissance, soit la stricte décroissance sur l'intervalle qui nous intéresse. Bon, ben on va le démontrer. Alors d'abord, ce théorème, il a un intérêt en termes de démonstration, parce que dans ce théorème, il y a deux mots très importants, existe et unique. On appelle ça un théorème d'existence et d'unicité. Il y a énormément en maths des théorèmes qui disent « il existe un unique » comme conclusion. Ça s'appelle des théorèmes d'existence et d'unicité. Ça veut dire qu'il y a deux choses à démontrer quand vous avez un théorème d'existence et d'unicité. Ben, il faut démontrer l'existence et l'unicité. Ok? Et donc on le fait toujours en deux étapes, enfin la plupart du temps. Hein. On va d'abord démontrer l'existence de ce fameux réel C. Hein. Le fait qu'il en existe un existence. C'est l'existence de petit c. Hein. C'est ça. Ça fait un peu penser à... Bon, peut-être... Il n'y a pas un S Non. Oh non. Oh non. Ça fait un peu penser à la récurrence. C'est un S ou un C? Non, c'est un C. C'est un C, hein, oui, je me dis, j'arrive au bout. Ça fait un peu penser à la récurrence, mais la récurrence c'est un peu Oui, différent. c'est un peu différent, mais... La récurrence, c'est... L'unicité peut-être avec l'initialisation, C'est l'existence avec les récurrences. Oui, tu as raison. Alors, d'habitude, c'est toujours l'existence qui est le plus dur à démontrer. Presque tout le temps, ça, c'est le plus difficile. Alors que l'unicité, c'est toujours... On a des méthodes où ça marche assez bien. Mais là, c'est un peu le contraire, parce que l'existence, là, ça va être très rapide. Pourquoi il existe un réel C? Pourquoi il en existe un? Oui. Parce que la fonction est continue. Et donc, Elle a un antécédent et une image sur tout l'intervalle. c'est qui nous le dit? Le théorème des valeurs intermédiaires. Ce n'est que le théorème des valeurs intermédiaires, en fait, qui nous donne l'existence. Et ce théorème des valeurs intermédiaires, on l'a admis. On ne l'a pas démontré. C'est à admettre en terminale. Donc, ici, c'est évident d'après le théorème des valeurs intermédiaires. C'est lui qui nous dit qu'il en existe au moins un. Parce que quand on dit il existe C, ça veut dire qu'il en existe au moins un. Mais c'est exactement ce que raconte le théorème des valeurs intermédiaires. Et ça vient seulement de la continuité. Donc, existence de C, vous mettez évident d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Le TVI, c'est pas le corollaire. Pour moi, le TVI, ce serait plutôt le corollaire. Le TVI majuscule, celui qu'on utilise, parce que, en fait,
Il n'y a pas de vraie règle. Il y en a qui disent théorème des valeurs intermédiaires et le corollaire, il appellerait le théorème de la valeur intermédiaire, puisqu'il n'y en a qu'une. Non, mais alors c'est dedans. De quoi? CTVI. Et donc ce serait lui le TVI pour moi. D'accord? Le TVI, que vous verrez dans des livres, c'est plutôt le fameux corollaire où il y a marqué la stricte monotonie. Donc celui qu'on dira des valeurs intermédiaires, on le cite en entier. Évident d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Ouais, voilà. Ah, ça, il y a des bugs en ce moment. Des valeurs intermédiaires. Ok, donc, on ne peut pas dire que ce soit compliqué de démontrer cette existence. Mais ce qui m'intéresse, c'est de démontrer l'unicité. Ça va être un raisonnement très 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 classique que vous allez rencontrer dans le supérieur pour ceux qui vont continuer à faire des maths. Et l'unicité. Donc c'est bien. On n'en a pas beaucoup. Peut-être par contre que vous l'avez, ceux qui font maths expert, vous avez peut-être fait des démonstrations d'unicité, je ne sais pas. Donc ça c'est... L'unicité. Alors c'est l'unicité de C. Hein. Ça veut dire, on veut montrer qu'il n'y en aura qu'un. Il n'y aura qu'une solution aux équations f de x égale 4. D'accord? Il n'y a qu'un seul antécédent. Alors, comment démontrer l'unicité de quelque chose en maths de manière générale? La plupart du temps, on fait ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. C'est quoi un raisonnement par l'absurde? Gianni? On suppose qu'il y a plusieurs valeurs de C possibles. Oui. Et au final, on tombe sur une égalité fausse ou un truc comme ça. Oui, en fait, on va supposer qu'il en existe deux différents. Et on va montrer qu'on aboutit obligatoirement à un truc absurde, un truc faux. Et si en supposant qu'il y en a deux différents, on obtient un truc qui est faux, eh ben c'est que l'hypothèse qu'il y en a deux différents était obligatoirement faux. C'est ça un raisonnement par l'absurde. On le fait un peu. Alors c'est pas. En fait, non, c'est pas tout à fait la même chose. On part d'un truc dont on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, et on démontre que par équivalence, c'est équivalent à un truc faux. C'est pas exactement la même chose. Parce que là, nous, on va vouloir conclure le contraire. Bon, ça ressemble un peu. Oui. Donc on ne pourrait pas partir dans l'autre sens, prouver qu'il y a plusieurs antécédents en admettant qu'il n'y en a qu'un seul, plutôt que de faire l'inverse en partant de plusieurs. Et non. On sait déjà qu'il y en a au moins un. Et comment tu dis il n'y en a qu'un seul? Parce qu'il y en a au moins. Non, mais on sait qu'il y en a un. Mais comment partir de l'hypothèse, il y en a un seul, et puis il y en a un seul, il faudrait aboutir à quoi? En fait, il y en a plusieurs. Ben non, puisque nous, on va démontrer qu'il n'y en a qu'un seul. On va plutôt dire qu'il y en a deux différents, et montrer qu'on aboutit obligatoirement à quelque chose d'absurde, à quelque chose de faux. D'accord? On y va, on fait? Mais dans ce cas-là, il ne pourrait pas y en avoir plus de deux, par exemple 3 ou 4? Non, parce que on va pas dire qu'il y en a que deux. Il y en a deux. On va en supposer qu'il y en a deux. Ça veut dire au moins deux différents. Ça veut dire que si ça aboutit à une absurdité, ça veut dire que avoir au moins deux, c'est faux. Donc il ne peut pas y en avoir au moins deux. Il ne restera plus qu'une possibilité, c'est qu'il n'y en a qu'un. Est-ce qu'il peut y en avoir zéro? Non, parce que l'existence nous dit qu'il y en avait au moins un. Cette existence, il y en a au moins un. Donc montrons qu'il ne peut pas y en avoir deux. Ok. Donc soit C1 et C2 appartenant à l'intervalle. Alors appartenant à quoi? À l'intervalle AB. C'est l'intervalle I, mais on est parti sur AB. On est sur AB, tu as raison, c'est notre intervalle I. Tel que. Alors, tel que quoi? Qu'est-ce qu'on va prendre comme hypothèse sur C1 et C2? Déjà qu'ils sont différents. C1 différent de C2. Et aussi, n'oubliez pas que, oui, on cherche à résoudre une équation. X égale C1 et F. Non, c'est l'équation. C'est quoi notre équation de départ? Dont on veut savoir s'il n'y a qu'une seule solution. C'est f de x égale k. Donc nos hypothèses, si C1 et C2, ce sont des solutions. Ça veut dire que f de C1 égale... Ouais, ça commence à être compliqué. X, ouais. F de C1 égale K et f de C2
Ah, je sais pas, ça fait depuis 2 jours là que... Peut-être qu'il T'as est trop besoin de tombé. vacances à Ibiza. C'est ça. Je vois que tu suis l'actualité. La Et- bonne ref. F de C2 égale K. Si on arrive à plus avoir de malades et de cas contacts, etc., peut-être qu'on va arriver à refaire un cours normalement, sans enregistrer, sans écrire comme ça. Ah ok. Alors, Ça fait longtemps, en vrai. de quoi? Ça fait longtemps. De quoi? Bah, que vous écrivez sur le tableau. Bah oui, et puis ça va, pour l'instant, c'est pas encore fini. Donc, C'est pas fini. oui, Je pense qu'ils ont la même solution alors que c'est deux nombres différents. de quoi? Pourquoi on suppose que f de c... Eh ben, parce qu'on est en train de dire que l'équation f de x égale k a au moins 2 solutions. Donc ça veut dire que bah, C1 est une solution et C2 est une solution. Mais Mais k c'est l'image, tu pars de ton équation f de x égale k. Donc regarde, on relit le théorème. Il existe un unique réel C, solution de l'équation f de x égale k. Ça veut dire qu'il n'y a que f de c qui est égal à k. Si on dit qu'il y en a deux, C1 et C2, ben, il y aura f de C1 qui est égal à k et f de C2 qui est égal au même k. du coup, ça voudrait dire qu'on a marqué là que f de c1 égale à f de c2. Ah oui, tout à fait. Ouais, sauf que c'est pas possible. Bah, Parce c'est- que c1 est différent de c2. Mais deux nombres peuvent pas avoir la même image pour par une fonction. La fonction carrée, moins 1 et 1. Genre moins 1 et 1 par la fonction carrée. Parabole, ça. Ok, ça va? Bien. Ok, ça c'est notre hypothèse. Regarde, on va partir de ça. C1, différent de C2, et ils sont tous les deux dans l'intervalle AB. Est-ce que vous êtes d'accord que on va raisonner comme ça par des donc? Et il faut qu'à la fin de nos implications, de nos donc, on aboutisse à un truc qui est faux, qui est absurde, qui n'est pas possible. Donc, par implication, est-ce que vous êtes d'accord que j'ai deux possibilités quand on a deux nombres différents? Ben, soit c'est C1 le plus petit, soit c'est C2 le plus petit. Et comme ils sont tous les deux dans AB, est-ce qu'on peut écrire C1 plus petit que C2 plus petit que B, ou C petit a inférieur à C2, strictement inférieur à C1, inférieur ou égal à B. On est dans un ou l'autre cas. Ça va? Il va falloir vous rappeler quelle est la deuxième hypothèse de notre théorème? Monotone. F est strictement monotone. Ça veut dire soit strictement croissante, soit strictement décroissante. On va faire une hypothèse, ça veut dire on va étudier le cas où la fonction elle est strictement croissante. Et la démonstration serait similaire dans le cas où la fonction est strictement décroissante. On suppose, vous le mettez dans un coin parce que je veux pouvoir continuer mes implications. On suppose F strictement croissante. Ok? Et donc, on va continuer les implications avec cette hypothèse-là. Qu'est-ce que je peux faire avec une fonction quand elle est strictement croissante? C'est que je peux évidemment appliquer la fonction à mes inégalités. Et donc, comme elle est strictement croissante, ça conserve l'ordre. Donc on a f de a, voilà. On va peut-être bientôt arrêter, je vais peut-être repasser au feutre normal. Hein. Et puis ça, de toute façon ça filme, donc ça sera peut-être mieux. On va voir. f de a inférieur à f de C1, strictement inférieur à f de C2, inférieur à f de B. Ou f de a inférieur ou égal à f de C2, strictement inférieur à f de C1, inférieur à f de B. La stricte croissance conserve l'ordre. Mais f de C... Regardez, on est arrivé. Hein. F de C1, ça vaut K, et f de C2, K. Ça implique que K est strictement inférieur à K, ou, bon, dans les deux cas d'ailleurs, hein. Et c'est pareil ici, donc je le remets pas. On ne peut pas. Et dans le cas, en fait, on est obligé d'étudier les deux cas parce que comme on prend comme hypothèse que C1 est seulement différent de C2, bah, il faut regarder quand C1 est plus petit ou quand C1 est plus grand. Mais dans les deux cas, regardez, ça fait K. Donc K strictement inférieur à K, et puis ici, K strictement inférieur à K. Dans les deux cas, ça implique, dans les deux possibilités, ça implique K strictement inférieur à K. Et qu'est-ce qu'on peut dire de
inégalité, elle est absurde, elle est fausse. Alors, ça, c'est complètement faux, c'est complètement absurde de dire qu'un nombre est strictement plus petit que lui-même. Donc, ça, c'est faux ou absurde. Et donc, si quand on suppose qu'il y en a deux, on tombe sur quelque chose d'absurde, ça veut dire qu'il n'y en a pas deux. Ça veut dire que notre hypothèse de départ, elle est évidemment fausse. Et donc, c'est ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Donc, quelle était notre hypothèse de départ? Il existe deux solutions. Donc, évidemment, on conclut qu'il n'existe pas de solution. Autrement dit, il existe une unique solution. Donc, f de x égale k a une unique solution dans l'intervalle AB. Dans le supérieur, on démontre énormément d'unicité comme ça, et c'est quasiment toujours la même méthode. On suppose qu'il y en a deux et on montre que ça ne marche pas, et qu'on aboutit à quelque chose d'absurde. Bien. Bien, on continue. Bien. Alors, quelques remarques. Ce qu'il va falloir s'en servir maintenant de ce théorème. Oui, Solène. Oui. Oui, mais c'est pas on n'a pas fait un raisonnement par équivalence, tu as tout à fait raison. En vrai, est-ce qu'on aurait pu faire un raisonnement par équivalence? Pas tout à fait, parce que passer de là à là, c'est pas partir de k strictement inférieur à k. Enfin, si on aurait pu garder f de a inférieur à k strictement phi. Mais c'est pas un raisonnement par équivalence, de toute façon, c'est un raisonnement par l'absurde. Un raisonnement par l'absurde, il te dit que je pars d'une hypothèse. Si cette hypothèse, par des implications logiques, aboutit à une contradiction, ça veut dire que mon hypothèse de départ était fausse. C'est ça un raisonnement par l'absurde. C'est pas de dire que ça, c'est équivalent à ce qu'on trouve en bas. C'est vraiment des donc, c'est vraiment des implications. Mais dis-toi que ça vient de la logique que quand tu pars de quelque chose de vrai en maths, si tu fais des implications qui sont vraies, tu dois aboutir obligatoirement à quelque chose de vrai. Donc si en gros tu pars d'un truc, tu fais des implications qui sont vraies, des trucs autorisés, et tu aboutis à un truc faux, c'est que ton hypothèse de départ était fausse. C'est ça un raisonnement par l'absurde. Ça va? Bien. Ok, on passe. S'il y en a qui ont besoin de sortir, aller aux toilettes, tout ça, vous pouvez, mais on va continuer à travailler parce qu'on a déjà perdu pas mal de temps au début d'heure. D'accord? Bon, une petite remarque sur l'intervalle d'image, ce fameux f de a, f de b, quand je dis que k est compris entre f de a et f de b. Quand notre intervalle AB, c'est... quand notre intervalle AB, c'est... Pardon, on l'appelle grand I. On peut parler de f de grand I. C'est bon? F de grand I, ça s'appelle l'image, l'ensemble image, puisqu'il contient, c'est un ensemble, c'est pas nécessairement un intervalle dans le cas général, mais c'est un ensemble de toutes les images f de x, qui s'appelle f de grand I. Mais attention, f de grand I, il y a quand la fonction est strictement croissante ou strictement décroissante, autrement dit quand elle est strictement monotone, c'est l'image, c'est l'intervalle f de a, f de b quand elle est croissante, et c'est l'intervalle f de b, f de a quand elle est décroissante. Alors si vous ne le voyez pas, je vous fais un petit schéma pour le visualiser. Regardez, quand je prends une fonction strictement croissante
C'est l'esprit de contradiction de... J'ai dit strictement. Je sens que ça va se terminer au feu. Ok. Donc quand sur un intervalle AB, ma fonction elle est strictement croissante, il n'y a pas de problème. Ici on voit bien que f de A ce sera la plus petite des images, f de B ce sera la plus grande des images, et donc l'intervalle image f de I, c'est cet intervalle-là, c'est l'intervalle f de A, f de B. D'accord ? Si maintenant la fonction est strictement décroissante, comme ça, ben voyez bien que sur l'intervalle AB, on a f de A qui est là, f de B qui est ici. L'intervalle image, c'est la plus petite des images, c'est bien f de B, la plus grande des images, c'est bien f de A. Et donc, l'intervalle image, c'est l'intervalle f de B, f de A. Vous allez voir que ça va être important de faire le choix entre les deux quand on va appliquer le théorème, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Il va pas falloir écrire à chaque fois f de A, f de B. Il faudra réfléchir qui est le plus grand, qui est le plus petit entre les deux. D'accord ? Et ça vient de la stricte croissance ou de la stricte décroissance. Qu'est-ce qui se passe si la fonction n'est pas monotone ? Pour l'intervalle image. Parce que ça, c'est f de i. Ok ? Ça, c'est f de i. Donc, c'est les deux cas qui nous intéressent dans la remarque. Et si la fonction n'était pas monotone ? Regardons. Ok. Ici, vous avez A. Ici, vous avez B. Là, vous avez f de A. Et là, vous avez f de B. L'intervalle f de A, f de B, ici c'est l'intervalle d'ailleurs f de B, f de A, puisqu'il est plus petit, c'est ça. Est-ce que c'est l'intervalle image ? Ben non, l'intervalle image, c'est l'intervalle de toutes les images, il va de là jusqu'à là, il n'a rien à voir avec f de A et f de B. Donc si on n'a pas la stricte monotonie, l'intervalle image, ce n'est pas f de A, f de B ou f de B, f de A. Ça peut être vraiment des choses très différentes. Et en plus, je n'ai pas parlé de la continuité. Là, j'ai encore fait quelque chose de continu. On pourrait très bien avoir quelque chose de discontinu, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi avoir une réunion, par exemple. Parce que là, c'est encore un intervalle, vous avez vu ? C'est encore un intervalle, même si on ne sait pas quelle est cette valeur et cette valeur, c'est pas ni f de A ni f de B. Si la fonction est discontinue, par exemple, ça. Donc voilà une fonction qui est définie sur l'intervalle AB. Il n'y a pas de valeur interdite sur AB. Elle est bien définie partout. Mais regardez l'intervalle image. Et l'intervalle image, c'est ça. Union ça. Donc là, on peut carrément avoir une réunion de deux intervalles. Le f de, ça c'est f de i. D'accord ? Donc ça veut dire que l'image d'un intervalle, ce n'est pas toujours un intervalle. Si la fonction est discontinue, ça peut ne pas être un intervalle. Si la fonction est continue, ce sera toujours un intervalle. C'est même un théorème très important dans le supérieur, que l'image d'un ensemble par une fonction continue est un intervalle. Pardon, l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Ok ? Là, on voit bien qu'on peut avoir une réunion de deux intervalles. Gianni, tu avais une... Mais en gros, si je comprends bien, sur un intervalle, pour savoir si la fonction est continue, il faut que tout sous-intervalle, que tout intervalle dans l'intervalle, par exemple sur R, si on prend l'intervalle I, il faut que cet intervalle il contienne tous les antécédents de la fonction. Je comprends. Voilà. Je suis en train d'essayer de... non, ça marche pas, parce que, regarde, je te montre une fonction qui serait discontinue, et pourtant, ça a l'air d'être toutes les valeurs, par exemple, toutes les valeurs réelles admettent un antécédent. Ok ? Donc regarde, par exemple, si tu prends ça,
Tu es d'accord que cette fonction, elle est discontinue. Et pourtant, l'ensemble image, c'est tout R. Donc ce que tu as sous-entendu de prendre que n'importe quel réel avait au moins un antécédent pour que la fonction soit continue, ça ne marche pas. Parce que là, regarde, même lui, il a même plusieurs antécédents. Et même celui qui est là, il a un autre antécédent. Donc ça ne suffit pas comme théorème, c'est une bonne idée, mais ça ne marche pas. Ce que tu feras. Bon, allez, on va revenir en terminale. Et en terminale, ça y est, première application pour se servir de ce fameux TVI, ce fameux corollaire du théorème des intermédiaires, démontrer que l'équation cos x égale moins 1/2 a une unique solution dans 0π. Alors cette équation, ça s'appelle une équation trigonométrique, et cette équation, vous l'avez résolue en première. Vous avez appris à résoudre des équations trigonométriques. Mais là, je ne vous demande pas de résoudre des équations trigonométriques. Ce n'est pas du tout l'objectif, parce qu'on ne nous demande pas de trouver les solutions. On nous demande de démontrer seulement qu'elle a une unique solution dans l'intervalle 0π. Alors, on va essayer d'appliquer notre théorème des valeurs intermédiaires. Donc, déjà, il faut, pour pouvoir l'appliquer, pour pouvoir dire qu'elle a une unique solution d'après le corollaire du TVI, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il faut qu'on vérifie toutes les hypothèses. Qu'est-ce qu'on a comme hypothèse à vérifier? L'existence et l'unicité. Non, c'est pas du tout. L'existence et l'unicité, c'était seulement pour la démonstration. Revenons sur le théorème, c'est lui. On a besoin que une fonction, elle soit continue et strictement monotone sur l'intervalle. Ça fait deux hypothèses. La continuité à vérifier, ou au moins le dire quand on sait qu'elle est continue. La stricte monotonie à vérifier. Et ensuite, il y a aussi autre chose. Il faut que c'est pour tout réel k compris entre f de a et f de b. Ça veut dire qu'il faut que le nombre, c'est du f de x égale k, ce nombre-là, dans notre équation, il faut qu'il soit entre f de a et f de b. Autrement dit, qu'il soit dans l'intervalle image, dans le f de i. S'il n'est pas dans le f de i, on ne pourra pas l'appliquer. Donc il y a trois hypothèses que vous allez toujours vérifier quand vous résolvez, quand vous appliquez ce corollaire. Donc on va essayer à chaque fois de bien les identifier. Commençons par la continuité. Alors, la continuité, c'est de quelle fonction parle-t-on d'abord? Cosinus. On est en train de parler de la fonction cosinus. Alors, la fonction cosinus, est-ce qu'elle est continue? On a besoin de savoir la continuité que sur l'intervalle 0π. C'est là où on cherche des solutions. Est-ce qu'elle est continue sur 0π? Oui, parce qu'elle est déjà continue sur R. C'est une fonction qui est... D'accord, la courbe, c'est une sinusoïde, il n'y a pas de discontinuité. Et rappelez-vous qu'elle est dérivable sur R. Donc, et si elle est dérivable, elle est continue. Rappelez-vous, si une fonction est dérivable, on sait qu'elle est continue obligatoirement. Donc, on peut dire cosinus, sans le justifier plus que ça, c'est une fonction qui est continue sur 0π. Donc, la fonction cos, ou cosinus, est continue sur 0π. Pas besoin de le justifier plus que ça. Vous pourriez dire car elle est dérivable sur 0π. Bon, on admet que c'est une fonction de référence continue. N'oubliez pas que, à part la fonction partie entière, toutes vos fonctions de référence, elles sont toutes continues sur leur ensemble de définitions. Elle est continue. Elle n'est pas dérivable en 0, mais elle est continue, c'est ça la fonction de valeur absolue. C'est le fameux V là, donc il n'y a pas de point de discontinuité. Ok, la première condition est vérifiée. Deuxième condition, il nous faut la monotonie, la stricte croissance, stricte décroissance. Soit vous faites l'étude, parce que la fonction elle est plus complexe et que vous devez faire l'étude des variations, vous dérivez la fonction, vous étudiez le signe de la dérivée. Soit elle est simple et vous connaissez déjà son sens de variation. Oui, Colline. C'est décroissant sur 0π. Comment tu le sais? Parce que c'est une sinusoïde, alors, ça commence à 1. Ok, très bien. Il y a plein de manières de voir les choses. La première manière, la plus simple, c'est si vous avez la courbe en tête, d'accord, et que vous savez que cosinus, elle ressemble à ça. Et elle ressemble à ça, et donc en 0, on est ici, et ici c'est... Pi sur 2. Pi sur 2. Qu'est-ce qui vaut 0? Ici c'est pi sur 2, et ici c'est pi. D'accord? Donc 0π c'est cet intervalle-là.
Et sur cet intervalle-là, on voit bien qu'elle est strictement décroissante. Ok, ça c'est si on se rappelle de la courbe et qu'on ne l'a pas confondu avec la fonction sinus qui fait ça. Et là, sur 0π, on voit que c'est croissant, puis décroissant. Bref, c'est... Voilà. Ok, on imagine que vous ne l'avez plus, que vous n'avez pas votre calculatrice, vous n'avez pas pensé vous n'avez pas pensé à tracer la courbe. Est-ce qu'on peut retrouver ça autrement? Oui. Le cercle trigo. Alors, deuxième méthode, le cercle trigo. Ok, pour notre cercle trigo, 0, pi, x, c'est cette mesure-là. Donc quand on dit que x est le... Rappelez-vous là, c'est m, et cosinus x, c'est son abscisse. Donc quand on dit que x varie entre 0 et pi, ça veut dire que le point m, il va faire ça. Et donc on observe ce qui se passe pour cosinus. Quand on est en 0, le cos, il vaut... Non, il vaut 1. Et ensuite, quand le point m va bouger comme ça jusqu'à pi, qu'est-ce qui va se passer pour le cosinus? Il va décroître. Donc c'est bien décroissant. D'accord? Puisque le cosinus va décroître de de 1 jusqu'à moins 1. Dernière manière, on se rappelle du cercle trigo? Oui. La dérivée. On étudie le signe de la dérivée. Donc ici, on se dit, ok, alors si f de x égale cos x, que vaut f' de x? Moins sinus x. Ok. Ah, alors maintenant, il faut que j'étudie le signe de moins sinus x sur 0 pi. Sur 0 pi. Alors, moins sinus x. Ça, c'est f' de x. Sinus de 0, il faut le savoir, ça fait 0. Sinus de pi, ça fait 0. Ok, sinus de pi ça fait 0, et donc moins sinus pi ça fait aussi 0. Ok, alors maintenant, quand on est entre 0 et pi, comment est le sinus? Bon, mais là, il n'y a pas trop le choix, hein, il faut être capable de refaire son cercle, de dire, quand je suis entre 0 et pi, comment est le sinus? Positif. Il est positif, donc avec un moins devant, Négatif. négatif. Et donc si c'est négatif, c'est que la fonction cos, elle est bien strictement décroissante. C'est pas vraiment plus facile de refaire ça, sachant qu'il faut réutiliser de toute façon le cercle pour connaître le signe de sinus x. On y fait référence au moins. Donc tout ça pour dire, voilà, quand c'est de la trigo, il y a plein de manières de trouver le sens de variation. Mais pour les fonctions classiques, vous allez faire la dérivée, étudier le signe de la dérivée, comme vous avez appris à le faire. Donc la fonction cos est continue sur 0 pi. Deuxième chose, la fonction cos est strictement décroissante. Il faut le strictement. Décroissant n'est pas suffisant. S'il y avait une petite partie où c'était constant sur l'intervalle, ça ne marchait pas. La fonction cos est strictement décroissante. Sur 0 pi. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La troisième condition, pour résoudre l'équation cos x égale moins 1/2, pour savoir s'il y a une solution, il faut que ce moins 1/2 se trouve dans l'intervalle image. L'intervalle image, c'est pas 0 pi. L'intervalle image, c'est f de 0 pi. Alors, c'est quoi ce f de 0 pi? 0,1. F de 0 pi. Si la fonction est croissante, c'est f de 0, f de pi. C'est l'intervalle f de 0, f de pi. Si la fonction est décroissante, c'est l'intervalle f de pi, f de 0. Comme elle est décroissante, l'intervalle f de 0 pi, c'est l'intervalle f de pi, f de 0. C'est ce que la remarque a dit tout à l'heure, juste avant. Alors, f de pi, c'est cosinus pi, c'est-à-dire 1. Alors, j'ai marqué f. Il faudrait quand même dire quelque part que f de x, dont on parle, c'est cos. On est avec f de x égale cosinus x. Donc ça, c'est l'intervalle f de pi. On a dit que c'est cosinus pi, ça fait moins 1. Et f de 0, c'est cosinus 0, ça fait 1. 0. Ça fait 1. Pour ça, je ne réponds pas à la première chose, j'attends de voir les erreurs qui vont envoyer je doute. Ok, moins 1, 1. Bon, qu'est-ce qu'il reste à dire? Est-ce que moins 1/2 est bien dans l'intervalle image? Ben oui, moins 1/2. Moins 1/2, il appartient à moins 1, 1. Donc, moins 1,
demi, il appartient à f de 0pi. C'est ça notre troisième condition qu'il ne faut pas oublier de vérifier. Il peut y avoir des petits pièges, on oublie de le vérifier et en fait on ne peut pas l'utiliser parce que ça ne fait pas partie de l'intervalle image. Bon ben ça y est, c'est terminé, il n'y a plus qu'à conclure. On a les trois conditions qui sont vraies, donc d'après, on vous demandera toujours de le citer. Il faut savoir que dans tous les barèmes, si c'est une question à 0,75 points, il y a un petit 0,25 pour dire est-ce qu'ils ont écrit d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. D'accord? D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, ouais bon, hein? Qu'est-ce que je conclus? Ouais, mais directement l'équation cosinus x égale moins 1 demi a une unique solution sur l'intervalle 0. Bon, on pourrait se dire, vous pourriez me dire, mais on ne voit pas trop l'intérêt de ce théorème, de ce qu'on vient de faire, parce qu'en vrai, cette équation-là, on sait la résoudre au lycée. Hein, vous savez la résoudre, bien sûr. Oui. Alors, c'est quoi cette fameuse unique solution? 2 sur 3. Ouais, je suis d'accord. C'est bien. Donc, comme on sait la résoudre, on pourrait se dire, mais à quoi ça sert de prouver qu'il y a une unique solution, puisqu'en la résolvant, ça nous prendrait moins de lignes, et on aurait trouvé la solution, qu'on aurait trouvé qu'une, et ce serait bon. Vous avez tout à fait raison. C'est pas un bon exemple. C'est pas un exemple d'habitude où on utilise le théorème des valeurs intermédiaires. Celui où on l'utilise, c'est quand on n'est pas capable de résoudre les équations. Il y a des équations que vous ne saurez pas résoudre algébriquement, par le calcul. Par contre, vous avez besoin de l'existence d'une solution, d'une unique solution. Le théorème vous permettra seulement de prouver qu'elle existe. Mais d'abord, il ne nous donne pas la solution. Mais des fois, on n'a pas besoin de connaître la solution. On a besoin juste de savoir qu'il y en a une solution pour pouvoir continuer et avancer. Donc dans cet exemple-là, c'est pour ça qu'on va en faire d'autres, hein, c'est pas le meilleur exemple, puisque celui-là, on pourrait résoudre l'équation. On continue. Il y avait un petit 2, tiens, j'ai pas laissé de place. C'est pas grave, je vais le faire à côté. Donc avant l'exercice 15, excusez-moi. J'ai d'abord cette solution-là. Attention, cette question-là, pardon. Cette question est un peu différente, le petit 2, donc vous découpez là, au-dessus du 15, là, parce qu'il faut d'abord répondre à ça, et j'avais pas mis de pointillé. Donc découpez juste la petite bande et collez là. Oui. On peut pas faire avec en dérivant une fonction, pas forcément cosinus, mais on étudie le signe de la dérivée, on fait le tableau de variation. Et si c'est strictement décroissant sur un intervalle, ben on aura forcément une solution, mais on pourra... Oui, mais pour pouvoir avoir le droit de dire ça, en vrai, il te faut la continuité et la stricte décroissance. En fait, tu appliques ton théorème des valeurs intermédiaires. C'est-à-dire que tu as raison que, en gros, les conditions du théorème vont se voir dans ton tableau de variation. Mais maintenant, avant on le faisait sans vraiment le dire, maintenant il faudra qu'on fasse référence à un théorème qu'on a démontré, ce fameux corollaire du TVI. La stricte décroissance, plus la continuité, plus le fait qu'on prend un nombre dans l'ensemble d'image, nous assure un unique antécédent. Donc souvent tu feras un tableau de variation et après tu utiliseras ton corollaire. D'accord? Mais il faudra quand même citer les conditions. Alors. Ok. Bien, revenons ici. Quel est le nombre de solutions de x au cube moins 6x carré plus 6 égale 0 dans l'intervalle moins 2, 4? Déjà, c'est bon Lina?
Ah oui, Comment on peut être aussi Non, mon ref. Si, en fait, dans Parce qu'en fait, je te remonte mon ref. C'est. Bien. Colis, t'as pas d'esprit. Pardon, Connie, parce qu'elle est 10 C'est bon? depuis aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? À votre avis? On va faire les 3 petites étoiles. Oui, on va faire les 3 petites étoiles, merci Colline. Mais alors pour faire les 3 petites étoiles, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Déjà, on va poser une fonction là. Quelle est la fonction qu'on va poser? Oui. De x égale x au cube moins 6x carré plus 6. X au cube moins 6x carré plus 6. D'abord, est-ce que vous pouvez me donner déjà des idées de la réponse? Du nombre, je ne parle pas de la réponse en elle-même, mais des idées de réponse, ou en tout cas, est-ce qu'on pourrait restreindre un peu les possibilités de réponse? Quand on vous dit quel est le nombre de solutions de cette équation, à votre avis? Merci. Des idées? Oui, Samy? On pourrait penser qu'il n'y en a qu'une à cause de. Non, pas faire des suppositions de ce qu'on pourrait trouver avec ça. Je parle de, quand on regarde cette équation, Oui. combien elle peut avoir de solutions? Une, à 3. Une, je suis d'accord, mais elle peut aussi en avoir 3, Ou 2, 2, 0. 0. D'accord? Parce que c'est une équation du troisième degré. Et les équations du troisième degré, elles ont 0, 1, 2 ou 3. Maximum 3 solutions. Bon, ça c'est tout ce qu'on peut dire. Est-ce que vous savez résoudre des équations du troisième degré? Ah bon? De n'importe quelle équation du troisième degré? Non. Allez, non. Je parle d'une résolution algébrique, Thomas. Pas à la calculatrice. Et on avait expert, et même ici, Ouais. ce qu'on avait fait, il fallait au moins une racine Eh évidente. oui, est-ce qu'il y a une racine évidente? On peut peut-être la trouver dans. Il a tout à fait raison. Si on a une racine évidente, on saura factoriser et on saura après retomber sur une équation du second degré qu'on saura résoudre. Est-ce que vous voyez une racine évidente? Moins 1, Moins 1 au cube, ça fait moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. mais du coup, ça fait 6. Moins 1, Ah non, moins sept, 6, moins 7, plus 6, ça fait pas 0. Peut-être dans l'intervalle. Ok, on peut regarder, est-ce qu'on en trouve entre... On peut tester les valeurs. Ça c'est non, 800, Mais a priori, 0 n'est pas solution, 1 n'est pas solution, moins 1 non plus, on pourrait tester avec 2 et moins 2, et puis au-delà, on n'appelle plus ça des racines évidentes. Donc, non, on va pas prendre sa calculatrice. C'est une vérification. C'est même pas la peine. Bien, donc, qu'est-ce qu'on va faire alors? Si on suppose qu'il n'y a peut-être qu'une seule solution, puisqu'on nous demande que le nombre, qu'est-ce qu'on va regarder? On voudrait voir si on peut appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Qu'est-ce qu'on a besoin de connaître pour pouvoir l'appliquer? Alors la continuité c'est une fonction polynôme. On a dit que toutes les fonctions polynômes sont toujours continues sur R. Donc, Strictement. mais il nous faut le sens de variation, il nous faut les variations. Allons-y, on va faire l'étude du sens de variation de cette fonction. On va faire son tableau de variation, comme ça on pourra regarder ensuite qu'est-ce qui se passe entre moins 2 et 4. Alors, c'est pas la peine de regarder que entre moins 2 et 4, on n'a qu'à regarder sur R, et puis on regardera sur moins 2 et 4 ensuite. Mais comment on fait si on n'a pas les racines? Étudier les variations, c'est dériver la fonction, et puis ici la dériver. Donc allons-y, dérivons cette fonction. Elle est dérivable sur R, pour tout x appartenant à R, f' de x égale. Ça aurait été bien si c'était cette fonction-là qui était au bac blanc. Ça aurait été plus simple, les dérivés. Alors, dérivée. Louis, à toi. 3x carré. Moins 12. Ok. Bon, il va falloir étudier le signe de cette fonction. Est-ce que vous êtes d'accord que on va pas s'embêter à faire un discriminant? Parce que... On peut pas factoriser. Ouais, si, c'est factorisable. C'est factorisable par 3x, c'est bien. 3x facteur de x moins 4. Ok, donc on fait rapidement son petit tableau. X moins l'infini plus l'infini. 3x. x Il faut 0 pour 3x. x moins 4. Attends.
Ok, f' de x est directement f. Donc il faut pour 3x, évidemment ça change en 0. Pour x moins 4, en 4. Donc 0, 4. Je vais pas aller jusqu'en bas, je vais faire plutôt jusque là. 3x négatif, enfin ça s'annule ici et x moins 4 s'annule ici. Donc moins plus plus pour 3x et puis moins moins plus pour x moins 4. On a ça. La dérivée, règle des signes. Plus, moins, plus. Donc le sens de les variations de notre fonction. Sur l'intervalle moins l'infini 0, strictement croissante. Sur l'intervalle 0,4, strictement décroissante. Sur l'intervalle 4 plus l'infini, strictement croissante. L'intervalle moins de 4, vous n'êtes pas beaucoup, parce que là, on va continuer. Et on va prendre les valeurs. Merci. Au revoir. Ok, donc ensuite, on va peut-être mettre les valeurs aussi. Hein, ça peut peut-être nous aider. Donc 0, l'image de 0, f de 0, ça fait 6. Ici, c'est terrible. Ah non, décidément. Six. Ensuite, f de 4, vous avez calculé 4 fois 4 fois 4, 64. 4 fois 4, 16. Et là, on a 6 fois 16. Donc 6 fois 16, ça fait 96. Donc on a 64 moins 96. Plus 6. Donc ça fait 66 moins 96. Ça fait Moins 30. 6. On vérifie ça avec la vidéo arbitrage. de quoi? Je propose la vidéo arbitrage. On demande d'avoir. Attendez. 64 Je suis trompé. T'es pas d'accord? 4 au cube, on a dit que c'était 64. 4 au cube, c'est 64. Ok, 64 plus 6, ça fait 70. Ah ouais, c'est moi qui fais. Du coup, ça fait moins 26. Voilà. Ah, c'est honteux. C'est honteux. En plus, je suis fini. J'ai dit tu m'as dit combien là? Enfin, moins 26, c'est Moins juste qu'il y a 26. encore une erreur. C'est validé. D'accord. Bien. Maintenant, on se concentre sur notre intervalle moins 2, 4. Alors, l'intervalle moins 2, 4, je vous propose là, on va regarder ce qui se passe sur l'intervalle moins 2, 4. Moins 2, il est là. 4 est ici. Ok, donc il est là notre intervalle hein, qui nous intéresse. Hein. Ça serait peut-être bien d'avoir cette valeur-là. Juste pour nous là. Autrement dit, l'image de moins 2. Je ne vais pas la calculer, je vais pas oser. Colline, c'est pour toi. À la calculatrice. Non, mais non. Non, de tête. Ah, ok. Arrête. Attendez. Attendez, non mais je vais réussir. Hein. Bah, j'espère. Mais 2 oh. Et bah vas-y, fais-le. Oh, non. Non mais. Mauvaise foi, moi. Ah Il a dit ouais. 10. Non, moins 26. Non, moins 26. Non. Je vais pas prononcer maintenant. Moi je voulais poser mon petit. Selon le cas de jeu, c'est moins 26. Je sais pas qui c'est qui a dit, mais selon. Mais moins 26, il était là. T'as encore moins 26. Mais faut jure, hein. Regardez. Ça fait 22. Pas besoin de jeu, ça. Il y a plein de valeurs différentes. Non, mais là, ça fait pas 22. Moins 26. Si, moi j'ai trouvé moins 26. Moins 26. Deux têtes. Arrête. Est-ce que t'as la calculatrice allumée? Bien. Bon, ça tombe sur la même valeur, mais c'est presque une On pourrait faire le mode binomial sur le nombre, nombre d'échantillons total. Ok, on en est là. Bon, alors, n'oubliez pas que la question c'était quel est le nombre de solutions de x au cube moins x carré plus 6 égale 0 dans l'intervalle moins 2, 4? La réponse c'est quoi là? La deux têtes là, juste. Quelle est la réponse? Elle n'est pas continue. Pardon? C'est non. Non. Emma, combien de solutions à l'équation? C'est la question, hein? Combien a-t-on de solutions à l'équation?
Au moins une. Oui, 2, bien sûr. Regardez. Il suffit de regarder maintenant par un. En fait, c'est bien le corollaire du TVI qui va nous intéresser, ou le corollaire ou le TVI, mais par intervalle. Il faut se mettre sur des intervalles sur lesquels la fonction est strictement monotone. Par exemple, sur l'intervalle -2, 0, elle est strictement croissante. On sait qu'elle est continue. Et l'intervalle image, c'est -26, 6. Et 0, il en fait partie de cet intervalle. Donc 0, et on passe bien au moins une seule fois par 0 ici. Donc 0, il a une unique solution dans l'intervalle -2, 0. Mais de la même manière, l'intervalle image ici, sur la stricte décroissance et la continuité, c'est toujours -26, 0. Donc il y a bien un 0 qui est ici, qui a donc un unique antécédent. Donc il y a bien deux solutions à cette équation dans l'intervalle -2, 4. Et tu as raison, Ryan, c'est exactement ça, c'est que ça se voit graphiquement directement. Mais on est obligé de le rédiger maintenant, on a un théorème. Bon, alors allons-y pour nos petites étoiles. Et alors comment faire? Moi je vous propose qu'on le fasse qu'une fois. C'est-à-dire que sur un intervalle, parce que sinon il faudrait le faire deux fois. Et sur l'intervalle -2, 0, et sur l'intervalle 0, 4. Donc déjà on va se placer sur l'intervalle -2, 0. Et on va démontrer qu'il n'y a qu'une unique solution dans l'intervalle -2, 0. Donc sur cet intervalle, qu'est-ce qu'on peut dire? F est strictement croissant. Alors j'ai mis mes étoiles, mais j'aurais pas dû mettre mon étoile là. Bon, c'est pas grave, on va mettre un. Qu'est-ce qu'on met? Un point. On va mettre un truc comme ça. Alors déjà, il nous faut f, elle est strictement continue. Elle est continue parce que c'est une fonction polynôme. Et donc, on sait que toutes les fonctions polynômes sont continues et dérivées. F est strictement croissante. Ok. Et 0 appartient à l'intervalle. Enfin, non, pardon, je ne vais pas l'écrire comme ça, je vais plutôt écrire l'intervalle image f, c'est donc f de l'intervalle -2, 0. C'est quoi cet intervalle? C'est l'intervalle -26, 6. Or, 0, il appartient, donc directement, 0, il appartient à f de -2, 0. Il appartient à cet intervalle-là, à l'intervalle image. Il faut que 0 soit une image, c'est le fameux réel K. Ici, notre réel K, c'est lui. Hein, j'espère que vous le voyez bien. C'est f de x égale 0, notre équation. Ok, donc d'après le corollaire du... Ça y est, je commence à avoir la flemme, TVI. D'après le corollaire du TVI, du théorème des valeurs intermédiaires, même si peut-être que c'est... Qu'est-ce qu'on peut dire? L'équation. Alors l'équation, c'est x au cube moins 6x carré plus 6 égale 0. A une unique solution. Sur -2, 0. Ok, on a fait la moitié du boulot. Il se passe exactement la même chose sur l'intervalle 0, 4. Mais sauf que là, cette fois, la fonction f, elle est strictement décroissante. Mais on sait qu'elle a juste besoin d'être strictement monotone. Donc ça pose pas de problème. Je continue ici. Et du coup, là, l'ordre, il change pour l'intervalle. Oui, alors, non. L'ordre des change pour l'intervalle. En vrai, sur la manière dont j'ai noté ça, ça ne va pas changer. Tu vas dire f de 0, 4, c'est toujours l'intervalle -26, 6. C'est juste que ce qui change, c'est ce -26, 6. Ici, c'était f de -2, f de 0. Alors que le -26, 6 dans le deuxième partie, c'est f de 0, f de 4. C'est-à-dire c'est f de celui-là, et l'autre c'est, d'accord, ça change l'ordre parce que la fonction est décroissante. Mais en l'écrivant comme ça, en disant, voilà ce que c'est que l'intervalle image, c'est ça, ben donc 0, comme il est là-dedans, ben il appartient bien à ça, ça nous suffit. Ok? En fait, j'ai pas vraiment utilisé le f de -2, f de 0 ici. Bon. Donc, sur maintenant l'intervalle
0. Et donc c'est l'intervalle 0,4. Moi j'ai envie de marquer idem. Parce que j'aime bien. Mais on va quand même conclure. Qu'est-ce qu'on va conclure? Encore la fin du cours. Il y a au moins 2 solutions. Et donc finalement, c'est la conclusion, hein, finalement, l'équation. Nous, on pourra pas mettre idem, j'imagine. Bien sûr que non. C'est une prérogative des profs, ça. L'équation x au cube moins x carré plus 6 égale 0 admet exactement 2 solutions. C'est toujours pareil, le jour du bac, au maximum, vous aurez à le faire une fois, le corollaire du TVI. Vous n'aurez jamais. C'est-à-dire qu'au pire des cas, plutôt, ce serait à faire en 2 morceaux comme ça. C'est assez rare aussi. Hein. Dans les sujets bac classiques, vous verrez que je n'ai pas souvenir comme ça d'avoir fait 2 fois le TVI, mais ça pourrait arriver. Donc si ça arrivait, vous le rédigez correctement les 2 fois. Vous voyez, je pense que vous vous êtes aperçu aussi que finalement en 4 heures, c'est plus facile de faire un sujet qu'en 2 heures, parce qu'en 2 heures, en 4 heures, on ne vous met pas le double de ce qu'on vous met en 2 heures en fait. 4 heures, vous avez 4 exos, chaque exo sur 1 heure, et voilà, ce sera ça le jour du bac. Ça veut dire que vous voyez un peu le temps. Évidemment qu'il faut travailler pendant 4 heures, c'est rare de sortir au bout de 3 heures sur un sujet bac. Normalement, on a besoin des 4 heures, mais même là, vous avez été capable de revenir sur un exercice où vous avez déjà passé du temps et tout faire. Donc voilà. On prend du temps pour bien rédiger, montrer au correcteur qu'on sait bien rédiger, et c'est important. Donc, admet exactement 2 solutions sur l'intervalle 0, moins 2, 4. Et c'est fini. Bien. Ça va? Vous avez mal à la main? Normal. Je regarde un petit peu si on va faire ça. On regarde le 15 par exemple. Alors oui. Si je vous avais demandé à la suite de ça, parce que ça va être souvent le cas, si je vous demandais de trouver ces solutions, qu'est-ce que vous feriez? Calculer. Oui, calculatrice. On n'a pas le choix. Là, vous avez beau savoir qu'il en existe 2. C'est peut-être des nombres irrationnels qui ont des expressions complexes. Vous savez que votre calculatrice, elle sait résoudre des équations polynomiales. Donc, ce n'est pas un problème de résoudre ça. Par contre, lorsque vous allez avoir des équations comme le numéro 15, par exemple, avec des fonctions un peu différentes, où il y a des exponentielles, aussi des logarithmes, on verra, etc. En tout cas, des fonctions plus complexes qui ne sont pas polynomiales. Regardez la question C. Une fois qu'on a démontré que f de x égale 1 admettait une unique solution alpha dans R, donc ça c'est le corollaire du TVI qui permet de le faire, à l'aide d'un outil numérique, donner un encadrement de alpha au centième. Donc là, ça c'est très très classique. En fait, ce numéro 15 est beaucoup plus classique, c'est-à-dire on vous donne une fonction, on montre qu'il y a une unique solution d'une équation, et comme on ne peut pas la trouver par le calcul, cette équation x exponentielle de x égale 1, vous ne saurez pas la résoudre algébriquement, on va vous demander de trouver une valeur approchée à la calculatrice. Donc là, ça pourrait être intéressant de voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on a le temps? Je vais vous laisser le petit b pour vous entraîner. Ça veut dire que, en gros, ça, c'est le a et le b, je veux dire, faire le tableau de variation, démontrer que l'équation a une unique solution, c'est exactement ce qu'on a fait. Mais je voudrais qu'on fasse ensemble cet encadrement de cette fameuse solution au centième et qu'on voit à la calculatrice comment on fait pour la trouver. Donc, on prend les calculatrices. Alors, je vais peut-être prendre une autre d'ailleurs. Je vais prendre une autre fonction, comme ça, celle-là, vous pourrez le faire en entier. On va prendre autre chose. Ah oui, mais il faut que j'ai un truc qui marche. Ok, prenons par exemple
Et je voudrais que vous voyez un petit peu comment on rédige ça. C'est égal 10. Donc je vais prendre la fonction, on va prendre la fonction f de x est égal à x carré exponentielle de 3x plus 1. Ok. Ok. Et moi l'idée c'est de résoudre l'équation, on va dire... allez, on va dire n'importe quoi. F de x est égal à 2. Ok. Bon, cette équation-là, donc ça, on est d'accord, c'est x carré exponentielle de 3x plus 1 est égal à 2. On imagine qu'on sait qu'il y a une seule solution. On a pu utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires pour démontrer que cette fonction, sur un intervalle, sur un certain intervalle, elle est strictement croissante, continue, et que 2 appartient à l'intervalle image. Donc il y a bien un unique antécédent de 2 ou une unique solution de cette équation. Cette équation, on ne pourrait pas la résoudre. Impossible de faire apparaître une exponentielle de chaque côté, c'est ce x carré qui nous bloque, hein. D'accord? Évidemment. Comme on sait qu'il y a une solution, ben on veut une valeur approchée. Alors, on pourrait aller dans le mode graphe, mais on veut une valeur approchée. En fait, on veut souvent un encadrement. On sait qu'il y a une unique solution, qui va s'appeler souvent alpha dans les exercices, et on veut que vous encadriez alpha, imaginons que ce soit à 10-3 près, au millième près. Donc un encadrement au millième près de alpha. Vous n'allez pas aller dans le menu graphe, même si on pourrait lire une solution approchée, on va plutôt aller dans le menu table. Donc ici, on va aller dans le menu table, donc juste en dessous, et dans le menu table, on va écrire l'expression de la fonction. D'accord? Donc x carré exponentielle de 3x plus 1. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous savez qu'on imagine qu'on est sur un intervalle. On sait que cette solution alpha, on sait sur quel intervalle elle est, parce que rappelez-vous que vous êtes sur un intervalle quand vous utilisez le théorème des valeurs intermédiaires, le corollaire, c'est sur un intervalle. Donc imaginez, il faudrait que je regarde, mais je pense qu'on va se mettre sur l'intervalle 0. 0,2. Même on va prendre 0, on va prendre 0,1. D'accord? On se met sur cet intervalle. Ça veut dire qu'on sait que alpha il est quelque part entre 0 et 1. Bon, donc comment faire? On va dans Setting. Setting, la 7, les paramètres ici. F5. Qu'est-ce qu'on va choisir? Ben, on doit commencer à quelle valeur? Ben, on va commencer à 0, parce qu'on ne sait pas où il se trouve. On va terminer à 1. Et on va choisir le pas. Le step, c'est le pas. Donc on va aller de combien en combien? On pourrait aller de 10.3 à 10.3, mais ça va être super long, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de valeurs. Donc on va plutôt le faire petit à petit. C'est-à-dire on va d'abord passer à un pas de 1 dixième. Après, à vous de voir hein, si vous voulez aller plus vite, mais moi je vais avec un pas de 1 dixième. J'affiche mes valeurs, table. Je vais y arriver. Ok. Et je vais regarder ici mes images, quand est-ce qu'on va arriver autour de la valeur 2. Donc, alors regardons. Oups. On voit que c'est entre 0,4 et 0,5, puisque l'image de 0,4 c'est 1,44, c'est en dessous de 2, l'image de 0,5 c'est 3. Ok, donc je reviens en arrière, je reviens ici, et puis là je vais mettre entre 0,4 et 0,5. Alors si je veux pas le faire petit à petit, je peux directement passer à 10-3. Sinon, je peux le faire par 10-2 et réaffiner comme ça. Donc là, je vais aller à 10-3 directement. Voilà. Donc 0,001. Donc 10-3. Comme ça, ça va être
Alors, et puis on va regarder, alors là on voit que, ben, Il y a 0,442. ok, donc on voit que c'est un peu long. Vous comprenez pourquoi ça vaut le coup de le faire petit à petit. Voilà, ça y est, j'y suis. 0,442, ça fait 1,999, donc c'est strictement inférieur à 2. Et 0,443, c'est un petit peu plus grand. Bon, qu'est-ce qu'on va écrire? Et qu'est-ce qu'on va rédiger avant d'écrire le résultat? Ce que vous allez écrire, c'est ça. F de 0,442, c'est environ 0,9999. On a combien? 4. 1,49. Ok. F de 0,443, c'est environ 2,015. Vous pouvez même marquer d'ailleurs que ça c'est strictement plus petit que 2 et ça c'est strictement plus grand que 2. Donc, alpha est strictement compris entre 0,442 et 0,443. Et voilà notre encadrement à 10-3 près de cette fameuse solution. On n'a pas sa valeur exacte. Sa valeur exacte, elle est peut-être d'ailleurs, elle a peut-être une forme horrible à trouver par le calcul, et on n'aura pas de méthode simple, pas dans le secondaire. Donc, ben là, on nous demande qu'une valeur approchée à la calculatrice, mais attention, on veut des justifications. Donc, n'écrivez pas alpha compris entre ça et ça. On veut voir. N'oubliez pas que l'idée, c'est toujours d'être convaincant, et c'est ça qui convainc. Ok, on donne l'image de ça, ben, c'est plus petit que 2, plus grand que 2, donc obligatoirement, alpha est compris entre les deux. C'est bon? Oui. Bien. On va s'arrêter là, on va écrire le travail à faire, ça va sonner dans 2 minutes. On a bien travaillé. Donc, on se revoit lundi, non? Ah oui, oula, je sais pas. Moi je serai là lundi normalement. Mais... Moi aussi, mais... Voilà. Donc pour lundi, Je sais pas. on sera à combien lundi? 24. Donc pour lundi 24 janvier. Alors déjà ce numéro 15 en entier. Exercice 15 du cours. Allez, je veux un autre quand même. Il y a des élèves que je dois voir là. Pour le, je crois que Léo, il faut que tu viennes me voir, j'ai des choses à te rendre. Et Jenny aussi. Je fais ça. Pour le sujet, j'imagine. Non? Pardon? Que j'ai une partie du sujet. Eh ouais, mais non, mais ça fait que 3 points de moins, c'est pas grave. Hein. Et comme t'es pas le seul. J'ai 31 personnes. Ouais, mais ouais. C'est dommage. C'était le truc Python. Alors, exercice 15. Non, c'était pas le truc Python, c'est. Il fallait rendre le sujet en entier. Ah oui. Ouais. Pardon, je me dépêche. Ok, et le 55, ça va vous faire de l'anglais un peu là? On parle anglais couramment? Ouais. Yes, sir. Donc ça c'est page 271. Et l'exercice 15, c'est ok. Allez, on arrête ça. Bonne soirée. Au revoir. Si vous voulez, je vous le rends.